Bonjour et bienvenue au podcast Au-delà des murs, le show qui a pour but d'influencer la construction de bâtiments performants et écologiques. Je suis votre co-animateur Philippe. Et je suis votre co-animateur JS. Alors aujourd'hui, on a Marco Lassalle, expert en bâtiment, directeur technique de l'APCHQ depuis plus de 10 ans. Marco est à l'APCHQ depuis 18 ans. C'est un meuble de cette organisation-là, littéralement. On va parler de pourquoi l'APCHQ est un acteur fondamental et hyper engagé dans la transition vers des pratiques de construction performantes, durables et, attention, un nouveau buzzword, carbo-consciente. Évidemment, on va parler de Marco et de son évolution au sein de l'organisation de l'APCHQ. On va parler du mur parfait, comme on a parlé avec Robert Rozon dans un autre podcast. On va parler de la science du bâtiment, surtout. Ça va être très technique. Moi, je sens que Marco, il a vraiment beaucoup de jus à nous donner. Ça va être un super podcast. On va aller plus loin aussi. On va jaser de c'est quoi qu'est-ce qui nous réserve, qu'est-ce que le futur nous réserve en termes d'efficacité énergétique. Quand est-ce qu'on va arrêter d'ajouter de l'isolant? C'est beau mettre de l'isolant, mais maintenant, il y a une limite. Ça sert à rien d'en mettre trop. Une fois que toutes les maisons là vont être passive house, puis qu'ils vont être net zero ready, puis que on va avoir évangélisé les bonnes pratiques là, ben c'est quoi la prochaine étape? Parce qu'il y en a une autre après. Il y a un réchauffement et changement climatique. Ça dépend des zones. Des fois c'est réchauffement, des fois c'est changement. Et évidemment, on va parler de carbo-conscience et comment que les bâtiments peuvent être résilients. Alors, Marco, bienvenue au podcast. Ben, merci beaucoup de l'invitation, les gars. Puis également, j'aimerais vous remercier d'investir du temps comme ça pour un podcast, un balado en français sur la construction au Québec. Un gros bravo, merci. Merci de le faire et merci de l'invitation également. Merci. Ça fait plaisir. Donc, toi, tu es diplômé en technique d'estimation et d'évaluation au bâtiment, du bâtiment au Cégep de Drummondville. Oui, qui est une branche de la technique architecture. Et puis, pourquoi je suis allé en estimation? D'une part, je voulais être évaluateur immobilier au départ. Et de deux, j'aime pas ça dessiner. Fait que j'aimais mieux compter que dessiner les maisons. Et encore aujourd'hui, mes dessins sont horribles. Oui. Mais je calcule toujours bien, par contre. On aime ça. Fait que toi, dans le fond, là, tu fais quoi là, en ce moment à l'APCHQ? C'est quoi la direction? Ça sert à quoi la direction du service technique de l'APCHQ? Il y a deux volets à ça. Au niveau du service technique à l'APCHQ, il y a un service vraiment aux membres, aux manufacturiers, aux professionnels sur du conseil technique. Sur de la formation même en chantier. Comment améliorer les pratiques. Ça, fait que vraiment un volet là, en chantier, support en chantier, accompagnement, formation. Puis il y a un autre volet au niveau du service technique également qui va être de la représentation de l'industrie auprès de la réglementation. Ça peut être au niveau municipal, ça peut être, exemple, au CNRC, où est-ce que je siège au comité permanent là, pour la partie neuve. Ça peut être également au niveau de la régie du bâtiment. En tout cas, peu importe où on fait là, de la réglementation qui est en lien avec la construction. Principalement d'habitation, mais on est là ailleurs également. Puis également, même au niveau des organismes de normalisation, là, que ce soit, exemple, la norme BNQ sur les moisissures, la norme BNQ sur l'ocre ferreuse, la norme BNQ sur l'inspection de bâtiments, norme CSA sur l'installation des fenêtres. Nommez-les, là, si ça touche la construction, la rénovation d'habitation, là, on est là. Vous êtes vraiment partout, c'est impressionnant. Nous-mêmes, dans notre entreprise, on était ailleurs avant. Là. Il faut être membre d'une organisation. On est en mécanique du bâtiment. Souvent, ça va être CMMTQ, CETAF, choses comme ça. CMMTQ demeure très pertinente pour nous aussi, mais on a choisi d'aller vers l'APCHQ. Puis une des raisons, nous, on est entrepreneur général en plus d'être entrepreneur spécialisé, donc on voulait obtenir plus d'informations. Mais ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est la quantité de formation, la disponibilité, c'est en ligne, c'est en présentiel. Vous avez vraiment beaucoup de bureaux au Québec. Les fiches techniques, il y a vraiment beaucoup de jeux, pas de jeux, mais de jus pour pas tant de... Ça coûte pas cher, en fait. Fait qu'un entrepreneur devrait, je pense, être dans la PCHQ. Ben, sérieusement, c'était le but au départ de la PCHQ, puis la question n'est pas est-ce que j'ai les moyens d'être membre de la PCHQ, la question est plutôt as-tu les moyens de t'en passer? Est plutôt là, parce que un entrepreneur
qui est membre de la PCHQ. En passant, le 85% de nos membres, c'est 5 employés et moins. C'est des très, très, très petites entreprises, c'est ça nos membres. Fait qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un avocat à temps plein, d'avoir un expert technique à temps plein, d'avoir un conseiller en relation de travail. Tu sais, t'appelles un avocat juste pour vérifier une clause de contrat, juste pour te valider une réponse que tu donnes, ben il va te charger pendant qu'il dit bonjour. Nous, il appelle, il a l'accès à cet élément-là. Fait que juste pour ça, en partant, là, c'est plutôt est-ce que tu as les moyens de t'en passer? Laisse-moi sauter sur ce que tu dis. C'est vraiment pas une info pub pour l'APCHQ. On a tellement de stock à parler. Je pense qu'on va avoir de la misère à rester en dedans d'une heure aujourd'hui. Mais c'est très efficace. Vos services en général, c'est très rapide. J'ai parlé avec différents experts chez vous, puis c'est vrai que c'est ultra efficace. T'attends pas. Des fois, c'est on spot qui te répondent. Non, pour vrai, c'est bien dit. Qui, dans la construction au Québec, a les moyens de se passer dans PCHQ? Tout le monde qui touche à un bâtiment, vous êtes surtout résidentiel, hein? Habitation, tout ce qui est habitation. Moi, j'évite le terme résidentiel parce que des fois, ça a les connotations relation de travail, petit résident. Si c'est de l'habitation, vous êtes là. C'est la PCHQ qui est là. Exact. C'est justement ça, normalement, c'est ces chantiers-là qui, normalement, n'ont pas le même suivi au niveau des architectes. Fait qu'il y a beaucoup plus qui retombent sur l'entrepreneur. Fait c'est pour ça que vraiment le service technique là, à ce niveau-là, pour les entrepreneurs chez la PCHQ, c'est super, super important pour faire un excellent job. Oui, absolument. Donc, allez vite vous inscrire dans la PCHQ. On va avoir une grosse commission. Non, c'est pas vrai. Pas du tout. Donc, dans le fond, OK, mais au quotidien, ça ressemble à quoi ton rôle, toi, la direction technique la direction du service technique? Dans le quotidien, là, au day-to-day. Ben, le day-to-day, moi, je suis entre les deux étapes parce que j'ai des équipes dédiées plus à ce qui est réglementation, les relations, ces choses-là. Solution de problématiques de l'industrie. Je vais vous donner un exemple bien simple. Oui. Les solins à ailettes qu'on a au-dessus des fenêtres. Pourquoi on appelle ça des solins à ailettes? Ben, parce que c'est des solins puis ils sont lettres. Fait que ça fait des solins à ailettes. Il y avait vraiment une fin de non-recevoir de la part de l'industrie, particulièrement au niveau de la maçonnerie. C'était plus compliqué, c'était nouveau. Bon, ben, ce qu'on a fait, on a convoqué, on a travaillé en collaboration avec l'Institut de la maçonnerie, avec l'Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec, avec des manufacturiers qui sont venus nous voir. On a emmené des maçons qui étaient membres également chez nous. On s'est tous assis dans une salle, puis on a dit, regardez pas, là, pendant une heure, pendant un tour de table d'une heure, là, tout le monde a déchiré sa chemise pour dire c'est pas ça le problème, puis si c'est acceptable, bon, parfait, on a entendu, maintenant on n'a pas le choix. Pouvons-nous sortir d'ici avec une solution que tout le monde va aimer? Quand le monde va appeler à la PCHQ, on va leur dire ça. Quand ils vont appeler à l'Association des maçons, ils vont dire tout le monde va parler dans le même langage. Puis depuis ce temps-là, ben, ces solins-là sont réalisés. D'ailleurs, ça a été la première fiche technique de la PCHQ qui a été réalisée. Bon, tout ça. Finalement, je suis en train de faire un détour pour une question qui était plutôt simple. Donc, non, mais c'est parfait. C'est ça que je veux savoir, dans le fond. C'est beau les titres, puis moi, j'imagine bien, mais je trouve ça pertinent ce que tu dis parce que vous êtes un pont entre plusieurs acteurs qui sont importants. Ça prend une espèce de, peut-être pas de vulgarisation, mais un prémarchage ou une mise à niveau pour mettre tout le monde à niveau. C'est beau les idées, mais venez comment tu les en pratique. Il y a des gens qui vont les mettre en pratique. Vos fiches, là, sont vraiment impeccables. C'est visuel. Tu comprends. T'as pas besoin de lire le Moses de code. Hey, c'est tough, le code à lire des fois, là. Puis il est très faire à gauche puis à droite. Puis là, il faut aller voir le guide du manufacturier. Fait que oui, tu as un travail diligent à faire. Faut que tu saches où tu t'en vas. Mais des fois, t'as pas le temps à chantier, là, ou quand t'es sur le roche, là. Fait que vos fiches sont très pratiques. Ça, c'est un bel exemple. Oui, je comprends. Merci. Ben, ça, c'est le genre de choses. Puis les fiches, on les décide pas à partir de notre bureau sur quoi qu'on doit aller. C'est pas bien compliqué. Qu'est-ce que les entrepreneurs nous demandent? Ben, à un moment donné, c'est ça que c'est généralisé. C'est pas juste une personne qui nous pose la question, mais 1, 2, 3 fois. Puis là, quand on est 13 conseillers techniques, ben là, quand même, entre les 13, on n'a pas la même opinion tout de suite au départ. Oh, attends une minute, il y a quelque chose qui est là, c'est pas clair, on va aller creuser plus loin. J'ai suivi quelques formations chez vous, puis ce qui est le fun aussi, c'est que tu as des experts techniques qui sont bons vulgarisateurs, mais c'est des gens aussi qui ont vécu le chantier. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est notre grande force, puis c'est justement ça, c'est de prendre des concepts théoriques qui fonctionnent. La science du bâtiment, moi, je capote là-dessus, mais c'est pas tout le monde qui ça ait fait triper autant que moi quand on leur en parle, mais quand on l'emmène à la hauteur du chantier, dans l'exécution et pourquoi,
il y a personne qui m'a jamais dit c'est plate, là, ça. Là. Non, tout le monde, il en mange. Là, il en mange. Là. Hier, j'étais dans un bureau régional pour travailler. Il y avait une formation qui avait lieu, puis en tout cas, il était rendu 4h30, puis il était en train de finir. J'ai dit, les gars, ça me tente de vous montrer. J'avais même pas rapport dans le cours. Ça me tente de vous montrer quelque chose, puis là, je leur ai montré, j'ai fait des boîtes de simulation, comment la diffusion de la vapeur se fait dans l'air. On était rendu dépasser 5 heures. Ils ont fini leur journée, les entrepreneurs qui sont là. Ils étaient tous encore là. C'est même plus dans le cours. Ils n'ont même plus besoin d'être là. Non, ils ont tous continué parce que là, c'était de leur montrer. Ah, je prends du tape bleu, voici ce qui se passe. Je prends du tape rouge, voici ce qui se passe. Il ne se passe aucune différence parce que les deux ont 3,9 nanogrammes de perméance à la vapeur auto. Les deux ont exactement la même performance. Je parle au niveau de la diffusion de la vapeur, pas au niveau de l'encollage puis de l'épaisseur du tape. Fait que c'est ça qu'on fait. C'est ça notre grande force. Ben oui, puis tu vois, tu viens de dire quelque chose d'ultra technique, puis tu sais, tu es capable, ben pas juste toi, mais vous, votre équipe, l'APCHQ est capable de garder, stimuler, puis engager les gens, même dans une formation, qui des fois, c'est très technique, des fois, ça fait perdre, tu sais, les gens perdent le fil quand c'est trop technique, mais non, il reste, je sais, j'ai expérimenté la même chose dans toutes les formations. Ceux qui vont là, généralement, ils veulent en savoir plus, ils veulent comprendre. Les gens veulent être fiers du travail qu'ils vont remettre. Puis c'est plus qu'un il faut que je fasse la formation. Non, c'est comment je fais pour bien faire. Et ce que j'ai remarqué des formations aussi, c'est que, tu sais, le fameux moi je pense que c'est un frein au Québec des fois, ou dans plein de domaines, pas juste dans la construction, on n'a jamais fait ça de même. Mais au moins, la discussion se fait avec des experts et d'autres personnes qui ont de l'expertise. Moi, j'ai pas vu ça de même. Qu'est-ce qui se fait d'autre? Comment je peux le faire mieux? Fait qu'il y a une ouverture d'esprit. Ben, ça, c'est super drôle ce que tu racontes là, parce qu'on peut-être que je prends de l'avance, que je sais que vous voulez en discuter, là, mais dans le concept du mur parfait, là, c'est un concept qui est utilisé depuis longtemps au niveau de l'industriel, commercial, institutionnel. Les problèmes n'étaient même pas au niveau de l'enveloppe de le faire dans de l'habitation. Le problème était ailleurs, c'est pour ça qu'on ne l'avait pas fait. Et on savait qu'en emmenant ce concept-là dans de l'habitation, on aurait des freins de dire « Ah non, on fait pas ça de même, ça marchera pas, puis alors qu'on savait très bien là, que ça fonctionnerait au niveau de l'enveloppe. Ce qu'on a fait, on a expliqué, il y a des présentations qui existent, qui sont disponibles également là, sur le web, là, Introduction au mur parfait, où est-ce qu'on montre l'évolution des murs au Québec depuis que Jacques Cartier a débarqué. Puis il y a toujours eu une évolution. Puis quand il y a une évolution dans quelque chose, ça ne veut pas dire que tout ce qui a été fait avant n'était pas bon. C'est de comprendre comment. Puis de comprendre pourquoi qu'on s'en va vers un concept du mur parfait. Et puis, là, déjà là, il y a eu moins de réticence là-dessus. Puis quand on a fait le projet pilote à Bécancour, c'était drôle. Il y avait 3 générations sur ce chantier-là, au niveau des menuisiers. Il y avait Antoine qui était apprenti. Il y avait Frank qui était le contremaître, qui a à peu près mon âge, là, fin quarantaine. Là. Puis il y avait Maurice, que c'était son dernier chantier, il prenait sa retraite. Fait qu'on avait vraiment 3 générations. Puis c'était drôle parce que ben des affaires, des techniques d'assemblage qu'on montrait, Frank puis Antoine les avaient pas vraiment vus, puis ils se questionnaient là-dessus. Puis c'était drôle, Maurice qui disait « Ben non, on faisait ça dans les années 70, on faisait ça... » C'est une boucle, puis il y avait une évolution, puis chaque élément était capable d'expliquer pourquoi qu'on avait arrêté de le faire et pourquoi aujourd'hui on veut recommencer à le faire. C'est pas la science que, ben oui, la science a évolué aussi, mais les matériaux ont évolué, puis on est capable de revenir un peu à des choses qu'on faisait avant. Je vais préciser de quoi sur le mot science. Oui. Qui est, on a tous les 3, on a une formation technique et donc scientifique. La science, c'est pas l'absolue vérité. La science, c'est une approche presque philosophique, c'est une approche mentale, pas psychologique, mais de raisonnement, donc rationnel, d'observer des phénomènes puis d'en apprendre le plus possible. C'est de la démarche scientifique, on pose une hypothèse, on fait un test, on évalue, on analyse, puis on porte une conclusion. Et la conclusion, c'est pas la fin, c'est prochaine expérience, on fait quoi? Donc, je vais résumer rapidement là, en 4 phrases la méthode scientifique, en fait, qui est pas si vieux que ça. Là. On a recommencé ça à la fin du siècle des Lumières, il y a peut-être 300 ans. Mais le point que je veux dire là-dedans, c'est que la science, c'est pas la vérité infuse. Ça se veut toujours auto-questionnant, une remise en question permanente. Fait que le cycle que tu parles, c'est pas de la désévolution, non, au contraire. C'est qu'on essaie des choses, puis ça a moins marché. On vient de bas, OK, ça a marché dans telle circonstance. Et c'est complexe, un bâtiment. C'est dynamique, là. Tu sais, il y a beaucoup de choses. Donc, la science veut pas dire vérité absolue.
Ça veut juste dire réflexion rationnelle. Et les conclusions sont en fonction des informations et des connaissances qu'on a aujourd'hui. Oui. Oui. Exact. Puis on va faire juste un petit parallèle avec la science du bâtiment, là, mais au tout départ, là, l'homme, il a fallu qu'il se mette à l'abri pour deux choses, les intempéries et la chaleur. Il a trouvé une grotte, puis ça a fait la job pendant des milliers d'années. Aucun problème avec ça. Puis l'enveloppe du bâtiment, c'était résumé à chaud puis au sec. Après ça, ça n'a pas plus évolué que ça, jusqu'au Canada, quand on découvre dans des conditions nordiques qu'il y avait un risque de migration d'humidité, puis là, on a compris l'obligation d'utiliser des pare-vapeurs. Les premières obligations sont nées avec les maisons là, militaires, le SCHL, là, dans les années 45 là, plutôt, après la Deuxième Guerre. Puis après ça, on a découvert l'utilité de l'étanchéité à l'air. Hey, l'étanchéité à l'air, là, dans le Code du Québec, il n'y a même pas encore de prescription là, là-dessus. Ça s'en vient. Probablement, là, moi, je mets au cours des prochaines semaines. Ah oui? Oui. Oh boy! Il n'y aura pas de performance, mais au moins, il va y avoir les détails d'assemblage, comment assembler. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi là, les gens, on comprend pas s'il faut taper par vapeur ou un par air, on comprend pas la différence. Puis ça, c'est l'évolution qui a fait ça. Mais ceci étant dit, par air, ils sont même pas encore dans le... On vient de rajouter là, cette couche-là. Là. Mais regardez les par air, quand est-ce qu'on a commencé à avoir des par air significativement intéressants. Je veux pas dire performants, mais significativement intéressants. C'est dans les années 90, quand on a commencé à utiliser des polythènes avec des rouleaux de 10 pieds de large pour faire des pare-vapeurs. OK. L'air ne passe pas à travers un pare-vapeur, à travers un polythène, devrais-je dire, passe pas au travers. Fait que là, à ce moment-là, le polythène, en plus d'être un bon pare-vapeur, ben, il avait pas de joint, donc empêchait l'écoulement de l'air. Puis là, on a commencé à taper les perforations qu'il y avait dans la pellicule polyéthylène. Puis là, on s'est dit, OK, un polythène, c'est un pare-vapeur. Je tape le polythène, donc il faut taper un pare-vapeur. Ça n'a aucun rapport, aucun code de construction n'exige de taper un pare-vapeur. Par contre, il faut sceller les par-air. Puis d'ailleurs, avant les années 90, ben même dans les années 90, le tape rouge, on l'utilisait pas. Moi, mes premières maisons, 99, programme Nouveau Confort de Hydro-Québec. Grosso modo, c'est l'ancêtre de Nouveau Climat. Ça demandait des thermostats programmables puis une meilleure étanchéité à l'air. Je résume, mais c'était à peu près ça. Puis c'est là qu'on commençait à taper. Attends, on va parler de Nouveau Climat un peu. J'avais parlé une année avec les gens qui s'occupent de Nouveau Climat à Québec, puis je parlais justement des pratiques passées-basses. À un moment donné, je pense que c'est Christian qui me disait notre rôle, là, c'est pas de dépasser, c'est pas de repousser la limite supérieure, c'est d'amener la base. Oui. Puis de remonter ça. Fait que j'imagine que vous travaillez des fois avec Nouveau Climat, vous-même, dans PCH. Oui, il offre la formation. Oui, on est l'organisme qui donne le plus de formation pour les entrepreneurs généraux. Oui. Pas pour les spécialisés, pardon, pas les spécialisés en ventilation, ça c'est la CETAF qui s'occupe de ça, puis ils font un très bon travail là-dessus, mais pour les entrepreneurs généraux, c'est nous qui en formons le plus. Le discours, nous, c'est que pour les consommateurs, si tu n'achètes pas une maison Nouveau Climat, tu payes trop cher. Tu payes trop cher de quoi? On a fait des calculs, on les a fait plus d'une fois. On les avait fait avant la pandémie, on les refait depuis la pandémie. On a pris une maison 2 étages, là, je pense que c'est 1200 pieds carrés total de plancher là, qu'on a utilisé. Et on l'a calculé, qu'est-ce qui est fait dans l'industrie et quelles sont les normes de Nouveau Climat. Okay. Le surcoût pour cette maison-là, d'à peu près 1400 pieds carrés, était d'environ, c'est 4 à 5 000 $ de plus. Les autres disaient, Marco, pour avoir du Nouveau Climat versus le standard de l'industrie. Ouais. Ça fait beaucoup de sens, honnêtement. 5 000 sur combien de construction? Ça coûte combien de maisons de même? Ben, c'est un 300 000 facile, là, pas de terrain, pas rien, là. Mais attends un peu, c'est parce que c'est pas ça ton coût total. Ça, c'est le surcoût. Mais l'entrepreneur va avoir un encouragement financier qui va être minimum de 3 500 $ parce que moi, je me dis, tu ne fais que du Nouveau Climat, donc tu vas être un select. Le client également va avoir un retour Nouveau Climat, un retour de Transition énergétique Québec. Après ça, fait que le retour là, va être quelque chose entre 4 500 et 6 000 $ selon les conditions d'entrepreneur. Puis fait que là, je suis déjà là. Mais en plus de ça, si la maison est il y a une garantie hypothécaire de la SCHL,
tu as un 15% de rabais sur ta prime. Ben, si tu as une hypothèque de 300... C'est super beaucoup. Ben, on parle de 3-4 000 piastres en partant de rabais sur après ça, plus les assurances. Si tu n'as pas de maison... Puis là, j'ai même pas parlé d'économie d'énergie puis de ces trucs-là. J'ai même pas été proche de ça. Là. Fait que tous les bénéfices collatéraux couvrent en fait le surcoût facilement et même dépassent. Donc, je comprends là, ton lien de si tu n'as pas une maison Nouveau Climat, tu payes trop cher. Puis Nouveau Climat, c'est rien d'exceptionnel. Tellement pas. C'est les bonnes pratiques. Ben, c'est pas bien compliqué. Ça, c'est du service conseil d'ailleurs qu'on fait à des membres. Tu sais, qui nous demandent qu'est-ce qui manque, Marco, pour être Nouveau Climat. Ben là, on s'en va sur place. Là, on regarde, écoute, ton plafond, t'es à R40, ça te prend R60. Bon, parfait, faut que tu rajoutes R20 dans ton entre-toi. Écoute, ça va te coûter quelque chose entre 30 et 50 cents du pied carré. Fait que ma maison, 1400 pieds carrés, c'est 2 étages. C'est même pas 1400 pieds carrés d'aller rajouter le R20. C'est pas grand-chose. Ton isolant dehors, ben, il faut juste que tu te rajoutes 1 pouce d'isolant. Ton recouvrement de pont thermique. C'est la même main-d'œuvre. Au lieu d'acheter 1 pouce, tu vas mettre un 2 pouces. Il n'y a pas de grand achat là. La plus grande différence, ce qui fait la plus grande différence dans le coût, c'est vraiment au niveau de la ventilation pour ceux qui sont avec des conduites flexibles. Et que j'ai hâte qu'on n'en ait plus de conduites flexibles. Parce que de toute façon, il y a un rôle pour le flexible, mais pas partout dans la maison. Voilà, c'est ça. Non, on fait pas toute la distribution, en effet. Puis je voudrais pas non plus avoir du rigide directement connecté après l'unité d'échangeur d'air. Là, tout le monde va l'arrêter, ça c'est clair. Mais c'est là la principale coût, mais il y a pas juste... Il y a vraiment une différence de performance, de confort lié à cette installation-là de qualité. Fait que c'est essentiellement ça. Tu sais, après ça, on a beau dire Nouveau Climat a des standards pour les fenêtres plus élevés. Le standard Nouveau Climat, c'est Energy-Star. Qui pose pas du Energy-Star? Je pense pour pas avoir une fenêtre Energy-Star. Je pense que tu vas payer plus cher si tu commandes pas de Energy-Star parce qu'ils ont pas ça en inventaire. Exact. Ça, c'est rendu le standard. Mais ça, c'est parce que Nouveau Climat fait son travail, par contre. Nouveau Climat, la version 2.0, de 2.0 n'existe plus, là, mais quand elle a été revampée, entre ce qu'on enseignait aux gens sur les pratiques qu'ils devaient faire, puis ce qu'il y a aujourd'hui, il y a même plusieurs pratiques qui sont, pas pratiques, mais exigences Nouveau Climat qui sont tombées parce qu'elles sont devenues le standard de l'industrie. Puis c'est un peu ça que Christian Veilleux t'expliquait. Tu sais, dire, nous autres, on veut élever l'industrie, on veut les emmener tranquillement. Ben, c'est un peu ça. Tu sais, au départ, il fallait aller chercher des matériaux avec des pourcentages recyclés. Ben, c'est rendu du standard aujourd'hui d'avoir ça, du bois de forêt protégé. Ben, je m'excuse, on est rendu dans le standard à ce niveau-là, d'avoir des matériaux, de la peinture à faible composé organique. Composé organique volatile, je veux dire. Écoute, faut que tu te forces, faut être dans le bin là, pour en avoir là, qui est pas homologué. Là. Les standards ont évolué. C'est bon que tu dis, là. Moi, je l'avais jamais vu comme ça, puis c'est vrai. Fait que, tu sais, votre travail en PCHQ, Nouveau Climat, tous les gens qui embarquent là-dedans, les manufacturiers, des fois, c'est des long shots, là. Oui. Tu sais, tantôt, on va parler du futur, on va parler de toutes les maisons sont passées vases, net zéro. On fait, ouh, ben attends, ça se peut. Là, on va parler de résilience puis de carboneutre, là. Aujourd'hui, c'est de grosses affaires, mais à travailler au quotidien, ça se fait. Fait que dans le fond, le rôle de la PCHQ, Nouveau Climat, toutes les maisons R2000 avant, a amené à question de dire là. Aujourd'hui, tu te construis, je pense que c'est l'homologation FSC qui est sur le bois, je me trompe-tu? Tout à fait. Ouais. C'est tout le temps ça dessus, c'est un standard, tu te poses pas en question. Energy-Star, c'est un standard, tu te poses pas en question. Fait que bravo tout le monde qui ont participé à ça, pour vrai, dont toi, définitivement. Le meuble que tu es à la PCHQ. Je dirais, non, c'est vraiment toute l'industrie. Il y a souvent un préjugé, les entrepreneurs, tout ce qu'ils veulent faire, c'est faire de l'argent. Non, c'est sûr que tout entrepreneur, pas juste en construction, quelqu'un qui a un commerce, il veut faire des sous. Mais entre faire des sous et être usurier, c'est deux affaires différentes, puis c'est pas de ça du tout qu'on parle. Bon, pour faire des sous, par contre, ils veulent offrir quelque chose de qualité. Puis d'ailleurs, les entrepreneurs, c'est particulièrement une catégorie qui mettent leur nom sur la compagnie. C'est leur nom que sur le camion, sur leur contrat, sur leur carte d'affaires. Ils sont fiers du produit qu'ils ont à proposer là, aux clients. Là. Oui, puis je sais pas si tout le monde dans nos auditeurs et auditrices ont construit de quoi de leur main. C'est pas toujours le cas. Mais quand tu construis de quoi, tu sais, il y a un travail intellectuel, c'est une chose. Mais quand tu travailles, tu fais de quoi de tes mains, tu pars de rien, puis ça finit, il y a quelque chose, puis c'est permanent ou c'est très long. Quand c'est bien fait, t'es fier. Il y a comme un sentiment d'accomplissement qui vient avec ça.
puis tu veux faire quelque chose de bien. Je connais pas grand monde qui font exprès pour faire quelque chose de mal s'ils aiment ça le faire. Ça marche pas, tu sais. Comme on le disait, c'est un win-win, non seulement pour l'entrepreneur, parce que tu as un produit qui est livré, qui est testé, puis qui a plus de valeur, tu sais qu'il y a de la qualité, mais c'est bon pour le client aussi à la fin, qui est lui qui va habiter dedans. Fait qu'on construise, comme tu dis, Novo Climat, là, c'est bon pour tout le monde. Là. Puis je dis Novo Climat et plus, là, c'est bon pour tout le monde. Yes. Ben, je peux vous dire, nous, où est-ce qu'on pousse pour aller au niveau de la PCHQ, parce que ça, c'est quelque chose qui est bon. Mais moi, je bâtissais du Nouveau Climat dans mon ancienne vie. Puis c'est drôle, quand il y a des tests d'infiltrométrie, quelqu'un qui n'en a pas eu est toujours réticent un petit peu la première fois. Une fois qu'il en a vu un, il en veut tout le temps. C'est clair. Puis après ça, tu n'as plus rien à dire aux ouvriers parce que c'est eux autres qui se challengent entre eux autres. Hey Gino, t'as fait combien? Ah, j'ai fait, moi à l'époque, on se bombait le torse avec 1.8 changements d'air à l'heure. Aujourd'hui, regardez, je viens de dire 1.8 changement à l'heure, vous êtes tous partis à rire en disant Marco, c'est... Oui, mais c'est très drôle, mais c'est vrai que c'est drôle, puis c'est vrai que tout le monde se challenge. Moi, j'ai entendu mener dans une assemblée générale de Passive House, faites .1, ouh, tout le monde capotait. Hey, .1, c'est tête, là. Ben non, écoute, puis à un moment donné, c'est parce qu'on le voit, c'est même plus les assemblages, c'est vraiment les éléments pré-manufacturés, exemple, les portes patios, les clapets de ventilation, ces éléments-là. Tu sais, c'est même pas l'ouvrage en chantier qui a amené les faiblesses. Ben, les faiblesses, je peux même pas appeler ça des faiblesses, là. Non, mais on est dans le détail à la fin aussi pour descendre plus bas. Puis ça nous amène à réfléchir à la PCHQ, dire comment est-ce qu'on peut aller plus vite que d'attendre tout le temps qu'il y ait une mise à jour, exemple, de Nouveau Climat. Ben, une des bonnes choses qu'on pense qu'il y a, c'est la cotation énergétique, c'est-à-dire quand on achète un appareil électrique, exemple, une sécheuse. Il y a un collant Energy-Star que ma mère peut comprendre facilement, qui est marqué, ta sécheuse, là, voici sa consommation. Les autres sécheuses dans la même catégorie, voici ce qu'ils consomment en moyenne. C'est-tu pas pire? C'est-tu ordinaire? Ou c'est excellent? Qui achèterait une voiture sans savoir la consommation d'essence? Ben, on n'a pas ça, ces maisons. Puis moi, je pense que les entrepreneurs, si on avait ça sur la porte à l'entrée, à un moment donné, ils diraient, hey, moi, c'est tant de gigajoules que cette maison-là va consommer. Puis tous les entrepreneurs dans le même quartier rendus, quand ils vont vouloir se distinguer, ils vont dire, comment je peux faire pour améliorer la performance sans augmenter le prix? Parce qu'on veut l'abordabilité, particulièrement en 2024. C'est important de parler d'abordabilité sans réduire la qualité. Puis c'est faisable. Et on en parlait, je sais pas si on en a parlé dans un podcast ou en pré-prod, Philippe et moi, là. Mais ça serait... Ah oui, on voulait inviter un courtier immobilier maintenant pour parler de ça, voir si avoir un staker comme ça de parler, là, ça serait quoi l'influence de la vente des maisons, à quel point ça serait pertinent. Mais t'as un beau parallèle. Les produits qu'on va acheter ces temps-ci, d'ordre général, je pense à voix haute, on a toujours une cotation, on a toujours une référence technique pour pouvoir les comparer, mais pas les maisons. Non. Puis là, ceux qui sont réticents à ça vont dire, ouais, mais regarde, la consommation automobile, c'est même pas vrai qu'est-ce qui est marqué. Non, c'est normé. Le test, la façon qui est faite, il est normé pour être capable de vraiment comparer des pommes avec des pommes. Fait qu'une cote Energuide, est-ce qu'elle va te donner ta vraie consommation de ton bâtiment? Ben non, je sais pas comment tu vas vivre dedans. Par contre, on est capable, si toi, en théorie, elle performe mieux que celle du voisin, ben en pratique, elle va performer mieux que celle du voisin. C'est juste ça donne une idée générale. C'est basé sur la modélisation, tu sais, la taille de ton bâtiment, tes fenêtres, ton isolation, ton étanchéité, c'est pas mal ces données-là qu'on met dedans. Après ça, comme tu dis, comment tu l'utilises, ben ça dépend vraiment de personne à personne. C'est un char électrique aussi. Ben oui, mais puis regarde, Philippe, comment est-ce que ça peut permettre à l'industrie d'aller plus vite, d'avoir un outil qui existe, qui est possible, d'avoir comme ça. Là, présentement, on va donner des exemples, les fenêtres. On va juste parler de l'émissivité, la quantité d'énergie qu'il laisse passer ou le rendement effectif qui va tenir compte du temps. Mais on va mettre les mêmes fenêtres que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. On met exactement les mêmes fenêtres. Or, si je le modélise, je ne mettrai probablement pas les mêmes fenêtres au nord qu'au sud. Pourquoi, Marco? Pourquoi tu ne ferais pas ça, toi? Ben, tout simplement parce que je vais vouloir optimiser mes gains thermiques par rapport à ce qui est au sud, alors que qu'est-ce qui est au nord, je vais vouloir éviter mes pertes thermiques. Donc, mes fenêtres au nord, ma pellicule réfléchissante, mon Louis va être installé sur un vitrage de façon à réfléchir mon rayonnement à l'intérieur, alors que mes fenêtres au sud, eux autres, ils vont être faites de manière à
à maximiser mes gains que je vais aller chercher. Là, on va dire, ouais, mais Marco, tu vas avoir une surchauffe l'été. Ben non, je vais juste me mettre soit un brise-soleil ou un départ de toit qui est plus intéressant. Et le soleil étant plus haut l'été, ben je vais réduire ma surchauffe. Exactement. Je vais ajouter de quoi? On a interviewé Lucie Langlois la semaine passée, qui est architecte, une des architectes qui a amené le mouvement passif là, ici au Québec. Et les architectes qui ont un rôle important dans les maisons, et entre autres, ça, ce que tu viens de dire, dans les outils qu'ils utilisent pour dessiner les maisons, il y a ce qu'on appelle des études d'ensoleillement qui se font assez simplement pour justement calculer l'ombrage. C'est pas long. Non, c'est facile. C'est tout informatisé. C'est vraiment facile. Puis, je le dis souvent, la meilleure clim, c'est celle que t'as pas de besoin. Tu sais, ça a l'air bizarre d'un gars d'HVAC comme moi, mais c'est vrai, il va toujours avoir besoin de climatisation, là. Surtout au Québec. Mais pourquoi tu te mettrais un méga système alors que tu serais capable de juste avoir un débordement de toit bien calculé ou quelque chose à l'extérieur ou une pellicule? Il y a plein d'affaires qui existent et il faut juste y penser un peu d'avance. On a tellement de stock à jaser, puis c'est le fun parce que tu t'embarques, puis du jus. En pré-prod, on était comme, attends, garde-toi du jus. Mais tu sais, des solutions simples, exemple, là, je vais vous en donner un autre. Puis c'était pas fou à la base, mais il faut évoluer. Les sous-sols, pourquoi qu'on continue à isoler ça par l'intérieur? C'est vrai? Pourquoi qu'on n'isole pas les sous-sols à l'extérieur et bénéficier d'une masse thermique gratuite au niveau de la fondation? Là, moi, j'isole mon sous-sol par l'intérieur. Résultat, mon mur de fondation, il est froid l'hiver. Il travaille contre ma maison. Si je dépanne d'électricité, ça va se refroidir plus rapidement. Alors que l'été, ben, il est plus chaud. C'est pour ça qu'il réchauffe ma maison. Mais on s'entend, il est quand même plus réchauffé. Mets ton isolant dehors. Ton isolant va toujours être à peu près à 20 degrés Celsius. L'hiver, il garde ta maison plus chaude, comme une batterie qui a accumulé de l'énergie. Puis l'hiver, ben, s'il se tient à 20, 21, 22, alors qu'il fait plus 30 dehors, ben, tu viens de réduire ta clim. Absolument. Et c'est juste, faut le penser au début. Qu'est-ce que ça a coûté de plus de le mettre dehors? On jase, qu'est-ce que ça coûte de plus, vraiment? Ça te coûte moins. Si t'es dans un premier acheteur, OK? Ouais. Mon budget est limité. Je projette de me faire une petite famille, mais pas encore là. Fait que les enfants, ils vont pas aller faire dodo tout de suite dans le sous-sol. Je pourrais très bien mettre simplement mon isolant à l'extérieur. Je m'assure d'avoir une membrane de drainage. Puis je pourrais très bien laisser mes murs de fondation directement sur le béton. Écoute, j'ai entendu quelque chose aussi semaine passée, puis le béton, on m'a dit que c'est une très bonne solution faire ça, laisser le sous-sol pas fini pendant les premières, au moins 5 premières années que ton béton a été coulé dans le fond, parce que ton béton est toujours en train de ressécher vers l'intérieur. Fait que ces premières années, là, il est encore en train de faire sortir un peu plus d'humidité. Fait que laisser cette option-là, là, c'est une bonne façon. Effectivement, il y a une cure qu'il faut respecter. Avant de sauter là-dessus, Marco, je vais dire de quoi, pour juste préciser des gens qui savent pas pourquoi tu viens de dire ce que tu as dit, puis c'est vrai, c'est plus économique. Et corrige-moi si je me trompe, c'est pas mon quotidien. Mais il faut que pour les assurances ou pour bien finir ton intérieur, quand tu mets ton isolant dedans, que ce soit de l'uréthane ou un isolant styromousse, tu dois absolument mettre du gyps par-dessus. Question de feu. Oui, on appelle ça la protection des mousses plastiques. Tous les isolants qui commencent par poly, là, polystyrène expansé, polystyrène extrudé, polyuréthane, polysocyanurate. C'est toutes des mousses plastiques et on doit toujours les recouvrir. D'une manière générale, c'est du gyps qu'on va utiliser. C'est pas la seule chose qui est acceptable, mais il faut aller les recouvrir justement pour... parce que c'est des matériaux qui, quand il n'y a pas d'incendie, il n'y a pas de problème, c'est sécuritaire. Mais en cas d'incendie, ils vont s'inflammer très rapidement et la fumée est assez toxique à ce moment-là. Fait que si tu le mets à l'extérieur, tu as mis ton isolant, tu bénéficies d'une masse thermique, une batterie, comme tu as dit, ça coûte moins cher. Non, c'est un truc simple, là. Oui, puis avis aux designers, ouais, c'est vraiment beau. Certains vont se faire... Oh oui. Il y en a qui vont se faire, exemple, comme finition, puis pour couper un peu les coups, quand ils veulent une partie, exemple, juste de gyps, juste sur une fourrure, directement sur le mur de fondation, puis une partie qui est en béton exposé. C'est vraiment beau, exposé. Sérieux, là. Ouais, je suis d'accord. Oui, absolument. Ça revient dans le modernisme, le brutalisme, ouais. J'adore aussi. Oui. Juste avant qu'on... Tu sais, là, on a comme effleuré le mur parfait. Oui, exact. Moi aussi, on a effleuré, là, mais... Vas-y. On va pas passer l'éternité dessus. On a parlé de sciences du bâtiment, mais écoute, je veux comprendre, c'est quoi qui a poussé l'étude? Il y avait-tu, on parlait de l'évolution des murs. Est-ce que c'est parce que les murs qu'on faisait en ce moment avaient un problème qu'on voulait adresser? Puis c'est quoi, dans le fond, les résultats de tout ça?
Pourquoi que ça a été fait? Bon, première chose, les murs qu'on fait standard au Québec, Oui. ils sont bons. Oui. OK? Ça, là, on n'a jamais fait ça en disant tout ce qu'on fait est pas bon puis il faut passer à autre chose. C'est pas vrai. Les murs qu'on fait au Québec, ils sont bons. Toutefois, est-ce qu'ils ont été optimisés? Probablement pas. Je vais revenir à la genèse du mur parfait. De un, c'est un nom qui est très prétentieux, mais c'est pas nous qui l'avons déterminé. La seule chose qu'on a rajouté... Ah ouais, mais c'est facile de le dire après, Marco, là, tu sais. Pardon? C'est facile de le dire après. Non, mais c'est parce que c'est un concept qui existe réellement qui s'appelle The Perfect Wall. Ouais. Et mur parfait, c'est juste une traduction... Oui, voilà, du Dr. Joe Seabreak. C'est juste une traduction mot à mot. Et puis d'ailleurs, au départ, nous, on l'avait appelé de même en disant, c'est juste le nom de base. On avait demandé à notre département marketing ici de penser à un nom moins prétentieux, puis on n'a même pas eu le temps parce que ça l'a... C'était déjà entré, là, c'était rendu un mot-clic, là, dans le fond, déjà, juste quand on en parlait vite de même. Fait qu'il faut qu'on... Mais est-tu parfait, le mur parfait, d'après toi? En théorie, il pourrait l'être. En pratique, il amène des contraintes. Si tu veux faire ce concept-là, puis tu fais pas des tests d'infiltrométrie, pas sûr, ça prend un test d'infiltrométrie obligatoire avec ce type de mur-là. On pourra en reparler peut-être un peu plus tard, juste revenir à la genèse. Oui, vas-y. Crise de l'énergie, 1983. Ressources naturelles Canada mandate un jeune ingénieur du nom de Joseph Stibrick de l'Université de Toronto à faire des murs performants. Et le Dr. Stibrick a fait le répertoire de qu'est-ce qui se fait au Canada. On se rappelle, hein, avant 83, là, au début des années 80, là, c'était 2 par 4. Puis il n'y avait même pas de règle au niveau des valeurs isolantes minimales. C'était si tu as un mur qui c'est pas un espace chauffé ou un espace non chauffé, mets assez de laine puis coupe vapeur pour que ça condense. Et je ne caricature même pas, c'était ça là, la réglementation. Là. Mais assez de laine. Fait que c'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire Toronto qu'à Montréal. Fait que c'est à toi de calculer. Donc, il a constaté les principaux problèmes qu'il y avait dans les murs existants, ceux qui performaient pas bien, c'était une condensation à l'intérieur de la cavité qui faisait qu'à ce moment, il y avait une détérioration des murs. Fait que la condensation, c'est l'air qui contient de la vapeur d'eau, de l'humidité. La bulle d'air, elle a une certaine dimension. Plus qu'elle le refroidit, elle se contracte. Tout matériau qui est refroidi se contracte sauf l'eau. Et puis, à l'intérieur de la cavité, elle atteint son point de rosée, son point de saturation. Donc, la goutte d'eau, elle est plus grosse que la goutte d'air. Fait que la partie qui déborde de la goutte d'air, c'est ce qu'on appelle la rosée. En tout cas, fait qu'il a tout fait ses constats. Et d'ailleurs, c'est ce qui a mené le premier programme R2000. C'est Joe Stibrick qui est le papa de ça. C'est de moi que ça vient. Oui, okay. C'est lui le papa de R2000. Et... mais il a fait comme un annexe, puis il a dit, il a posé une question que seul un ingénieur vert, comme du bois vert, là, c'est-à-dire sans expérience, ose poser parce qu'il connaissait pas ça à l'époque. Mon Dieu, qu'il connaissait aujourd'hui, par contre. Mais à l'époque, il connaissait pas ça, puis il s'est permis de poser une question stupide. Si la majorité des problèmes se fait parce qu'il y a une différence de température dans la cavité, puis cette différence-là est causée par de l'isolant, pourquoi qu'on continue à mettre de l'isolant? C'est une très bonne question. Puis c'est vrai que c'est juste un green ou un nouveau, un outsider qui va permettre d'avoir une question innovante comme ça. Oui, c'est un peu ça parce que tout le monde va dire, non, t'as pas de question à te poser. Il y a un mur, tu mets de la laine. C'était pas fou, sa question. C'était pas fou. Et c'est ça. Puis en passant en industriel, commercial, institutionnel, le concept du mur parfait est très employé. C'est juste que c'est plus facile de le faire avec une structure d'acier ou une structure de béton parce qu'on n'a pas d'enjeu de contreventement. C'est super facile d'aller installer nos revêtements extérieurs. C'est juste pour ça. De le mettre dans de l'habitation au niveau de l'enveloppe, on avait en masse de data pour savoir que ça allait performer. Par contre, l'insonorisation, la cavité est vide, qu'est-ce que ça va faire au niveau du contreventement? Puis comment est-ce que les lectures du Dr. Stibrick qui disait pour les climats canadiens, c'est pas bien compliqué, ça prend des très longues vis. OK. Peux-tu m'en dire plus que ça? Non, ça arrête là.
Fait qu'il a fallu développer, il a fallu faire des recherches par rapport à ça pour développer des solutions au niveau de l'acoustique, au niveau du contreventement, puis au niveau de comment aller accrocher nos revêtements extérieurs sur ces murs-là. Je rajoute sur ce que j'ai dit tantôt par rapport à la sienne, parce qu'il y a des gens qui pourraient dire, ouais, ben regarde, tu vois, le mur parfait, il n'est même pas parfait à la base. Non, c'était une première ébauche, c'était un essai. Il y a des conclusions qui fait comme, j'ai besoin des longues vis. Ouais, mais encore. Bon, mais prochaine étude, puis on s'en va à d'autres. C'est continu, il faut jamais arrêter de vouloir apprendre. Ah oui, ben de toute façon, on a construit à Trois-Rivières, à Bécancour pour être plus précis, et il y a déjà des éléments qu'on a vus en chantier, que des détails que, attends une minute, non, on aurait pu sauver du temps et être plus performant de le faire d'une autre façon. Fait que ça va venir dans des détails, un recueil de recettes de mur parfait, parce que en passant le mur parfait, la première question que tout le monde me pose, c'est quoi les matériaux? Et ce n'est pas important, c'est un concept. La recette n'est pas importante. C'est comme de dire, hey Marco, c'est quoi le hamburger? C'est un concept, le hamburger. C'est une boulette. Je peux même pas dire de viande parce que ça, on peut mettre d'autres choses entre deux pains. C'est un sandwich. Et il y en a même qui mettent de la salade en haut, en dessous. Ben, c'est ça, mais c'est un concept. Puis tu le fais à ton goût, tu travailles avec les matériaux que tu veux. Le mur parfait, c'est la même chose, c'est un concept. Le concept, c'est de dire, la cavité, elle est vide. Je ne veux pas de différence de température là-dedans, ce qui te laisse toute la place passer tes conduites, ta plomberie. Il n'y a pas un tuyau qui va avoir de la difficulté avec ça. Et on fait... L'autre concept, c'est de mettre le moins de couches possible. Chaque couche, ben, c'est de la main-d'œuvre supplémentaire, et ce qui veut dire un risque d'erreur supplémentaire. Le moins de couches possible et tout faire à l'extérieur. Fait que toute ton isolation, ton parage... L'isolation le plus à l'extérieur possible. Le parage est à l'extérieur. Puis même, je vais vous dire, il y a de la laine. Dans le concept à Bécancour, il y a de la laine. C'est de la fibre de roche qui a été utilisée, de la comfort board qui a été utilisée, rigide. Et dans le fond, c'est revêtement, fourrure et laine de roche. Ma laine de roche, elle a été exposée, en plus, on a eu des problèmes de livraison du revêtement. La laine de roche a été exposée pendant au moins 3 mois. À toutes les fois qu'il mouillait, il mouillait sur ma laine de roche. Et ça a fait quoi? Ben, ça a fait rien. Exact, c'est de la roche. Tout à fait. Et puis même, le dimanche, avant le retour des vacances d'été, il y a eu une pluie horizontale terrible. Et c'était le déluge, là. Le matin, je suis parti tout de suite à Bécancour voir qu'est-ce que ça avait de l'air. Il y avait 2 murs qui étaient mouillés, puis il y en avait 2 qui n'avaient absolument pas une goutte d'eau dessus. Là, quand je dis le mur mouillé, je parle juste de la laine de roche. Oui. Il y en avait un qui restait peut-être un 12 pouces dans le bas, qui était humide. Il y en avait un, c'était peut-être juste un 3-4 pouces. En tout cas, fait que j'ai fait tous mes cossins. Rendu sur l'heure du dîner, je suis allé revoir. Celui qui avait juste un 3-4 pouces, c'était sec ou touché. Je te dis pas qu'il y avait 0% d'humidité, c'est pas vrai, mais il était sec ou touché. Ben, j'en ai enlevé un bout pour voir qu'est-ce qui s'est rendu sur mon pare-pluie, parce que mon pare-pluie était en arrière, c'était mes panneaux Zip System qui faisaient mon pare-pluie dans ce dossier-là. Il n'y a même pas une goutte qui s'est rendue au pare-pluie. Tu sais, il n'y a pas un pare-pluie qui peut être plus efficace que celui qui ne reçoit pas d'eau. Exact. Fait que là, je suis plus à 2 couches de protection, je suis à 3 couches de protection. Revêtement, ma fibre de roche, qui est même pas là pour faire la protection contre la pluie, mais elle en fait une barrière pareille. Puis là, c'était mon Zip System qui était utilisé. T'es au CNRC? CNRC, j'ai goût de dire le R avant. Ouais, le volet de Code Canada. Et sur quoi vous travaillez en ce moment? C'est quoi les efforts de recherche? Ah, ça, par exemple, je travaille pas dans les laboratoires du CNRC. Je travaille vraiment... je suis plutôt impliqué dans le comité permanent de la partie neuf, maisons et petits bâtiments au niveau du code. Qu'est-ce qui s'en vient par rapport à ça? Mais ce que je vous dirais au départ, puis le CNRC, il vient beaucoup là-dedans. D'ailleurs, un des sites préférés que j'ai au monde, c'est le CCMC, le Centre canadien des matériaux de construction. Parce qu'on est passé d'un code qui était vraiment prescriptif à un code qui est plus par objectif. Démontre-moi que tu atteins l'objectif que je veux te donner. OK. Pour être plus en français prescriptif, là, le code, il dit... Quand tu as une différence de 24 pouces entre 2 niveaux de plancher, il faut que tu mettes un garde-corps, puis ton garde-corps, il faut qu'il ait 36 pouces de haut, puis qu'il résiste à 1,8 kN. Ça, c'est prescriptif. Il n'y a pas de grandes interprétations à avoir. Là. Un code par objectif, c'est de dire, ben, quand tu as cette situation-là de danger, trouve-moi une façon, prouve-moi que tu vas trouver une méthode qui va être aussi efficace. Au plus. Vous allez voir au niveau des industries,
de plus en plus, c'est des systèmes qu'on va vous vendre. On va arrêter, par exemple, de vous vendre un isolant. On va toujours te le vendre. Mais au niveau de la mise en marché, on ne te vendra plus un isolant, on va te vendre un système X. Et le système X, on va dire, écoute, si tu l'installes avec nos scellants, nos rubans, nos éléments, si tu viens à notre formation pour savoir comment bien l'utiliser, va te donner des garanties de performance. Oui, parce que là, c'est plus prescriptif, c'est objectif. Fait que là, le vendeur ou le manufacturier, en fait, va te dire, attends, utilise mon système au complet de A à Z, puis tu vas rencontrer ou dépasser l'objectif. Oui. Brillant. Et on va s'en aller de plus en plus là. Puis les meilleures démonstrations, les meilleurs exemples de cette idée-là qui fonctionne bien, moi, j'ai adoré comment que Shooter, le manufacturier de membrane, est rentré dans le marché québécois. On avait un gros problème au niveau des douches qui coulaient en céramique. Puis quand on regardait individuellement, tous les matériaux qui étaient utilisés de manière générale étaient conformes. C'était un drain de douche qui était conforme, une base de douche qui était conforme, des portes de douche, des membranes, tout était conforme. Mais c'était des produits random, aléatoires. Pas aléatoires. Ils étaient tous différents, c'est pas la même marque. Ouais, c'est ça. C'était un panier d'épicerie que j'assemblais moi-même. Et là, tu regardais, ils s'assemblaient pas parfaitement bien ensemble. Puis c'est ça qui faisait la petite différence. Shooter, quand ils ont rentré dans l'industrie, ici, ils ont dit quoi? Ils ont dit, d'une part, j'en vends pas dans les grandes surfaces. Puis même pour les entrepreneurs spécialisés, parce qu'ils voulaient, ça n'a rien à voir avec les grandes surfaces. Aujourd'hui, ils sont là, c'était juste leur idée de montrer l'efficacité de leur système. Ils ont dit, moi, je vais le vendre juste à des installateurs, mais pas n'importe quel installateur. Il faut que ce soit des installateurs qui ont suivi notre formation, qu'on a accrédité, puis qu'on ne prenne pas à utiliser un produit qui ne fait pas partie de notre système parce qu'il n'y aura plus le droit d'en acheter jamais de nos produits. C'est ce qu'on fait. Les installateurs, à ce moment-là, ont utilisé leur drain, leur membrane, leur colle. Et combien de douches coulaient, il n'y en avait plus. Non, exact. Fait que c'est un win-win. Oui. L'entrepreneur, il fait une bonne job. Le shutter, ils font de l'argent. C'est parfait, c'est correct, mais c'est pas mal de faire de l'argent. Ah non, mais c'est pas tout. Et là, après ça, ils ont réussi à prouver, si vous prenez tout notre système au complet, ça coule pas. Puis là, c'est rendu ouvert à tout le monde parce qu'ils ont démontré leur point. Si ça coule, c'est pas un problème de produit, c'est un problème d'installation. Soit ça a été mal installé ou tu ne l'as pas installé selon le système. Bref, ce que vous allez voir de plus en plus de manufacturiers qui vont vous offrir des systèmes complets. Que ce soit des systèmes pour le radon, exemple sous la dalle, des systèmes isolation, étanchéité à l'air, étanchéité aux précipitations. Ça va être des solutions complètes qui vont s'en venir. C'est drôle, tu parles de ça. Ça fait 1 an, là, je travaille avec différents organismes d'innovation, puis on a quand même une dizaine à peu près de produits puis de solutions là qu'on veut innover, fabriquer, etc. Mais il y en a 4-5 qui rentrent dans exactement ce que tu viens de dire. C'est des systèmes que c'est comme ça je le perçois pour le bien le commercialiser. C'est, regarde, prends le système au complet, tu vas voir, ça va te simplifier la vie en mécanique du bâtiment. À suivre, là, je vais en parler plus tard quand ça sera prêt, là. Mais OK, c'est parfait. Oui, parce que c'est des objectifs. Mais ça, c'est une évolution que le CNRC va nous apporter beaucoup. À ce moment-là, c'est important d'aller se référer, c'est disponible à tout le monde, au public, d'aller se référer au recueil de matériaux du CCMC. C'est pas bien compliqué de faire une recherche Google là, si je veux trouver là, un matériau X, là, ben, je peux marquer à ce moment-là CCMC, tel nom de matériau, puis ça va m'emmener au rapport. Il va me dire c'est quoi le matériau. Il est conforme pour quel article du code, puis comment l'installer. Parlant de rapport, oui. Je vais faire une belle jonction. Il y a un rapport qui est sorti dernièrement, Philippe, je pense que t'en sais un petit peu plus que moi là-dessus. Veux-tu l'introduire un peu? Oui, le rapport que justement Ressources naturelles Canada, Dunsky puis Pierre-Louis Pinault ont fait, là, préparé pour la PCHQ, c'est là qu'on parlait, c'est ça? Oui. C'est en fait, ouvrez les nouvelles, là, vraiment, on est en novembre-décembre 2023. Hydro-Québec est sorti avec ces chiffres là que disait que regarde au Québec là on a besoin d'un autre 100 TWh pour commencer pour se rendre à nos objectifs de 2050, c'est énorme. On s'entend? 100 TWh pour les plus vieux, nous autres là, c'est quoi qu'il disait Marty McFly là, dans Back to the Future 1 là? C'était combien gigawatts là? Il capotait 3 gigawatts. Et là on parle 1 giga là, un téra c'est 1000 gigas là. On est ailleurs. Fait que 100 téra. Wow, on doit doubler notre production d'énergie. Fait que c'est beaucoup.
C'est beaucoup. Combien de térawattheures dorment, en tout cas, combien de térawattheures Hydro-Québec, pas Hydro-Québec, mais l'étude dit qui dort dans nos maisons? Nous, ce qu'on a été capable de quantifier, puis c'est pas juste théorique, on est même allé chercher grâce à la base de données de Ressources naturelles Canada, on est vraiment allé chercher où ces térawattheures-là. Okay. On est capable d'aller chercher quelque part entre 8 et 13 ou 8 et 15 térawattheures, quelque chose du genre. Là. Grosso modo. Impressionnant. Puis là, la question est très, très, très pertinente. Qu'est-ce qui coûte le moins cher? Exact. Ouais. Je parle pour la société québécoise. Est-ce que c'est de produire ces térawattheures-là ou de les sauver, de les économiser, de ne pas les utiliser? Fait que, le négawatt. Dans le fond, si tu l'utilises, pour pas les utiliser, il y a un prix. Pour pas les utiliser, ça se fera pas avec la construction neuve. Avec la construction neuve, quand même que tu fais une construction là, net zéro, elle va consommer quand même, fait qu'elle va augmenter ta charge d'énergie que tu as besoin. Pour réduire, il faut que tu ailles dans qu'est-ce qui existe déjà dans le parc immobilier. Exact. Pour réduire, il y a un coût. Ça veut dire qu'il faut que tu rénoves. Ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses de l'isolation, de l'étanchéité à l'air, puis des systèmes mécaniques. Il y a des coûts à faire. Fait que c'est pas vrai de dire on fait juste réduire l'énergie puis on vient des économies. Non, il y a des coûts rattachés à ça. Et c'est ça l'étude qu'on est allé faire, d'aller dire combien ça coûte. On sait combien ça coûte un barrage. On vient d'avoir les prix de la remette. Puis on est allé voir à ce moment-là combien ça coûterait. Puis là, on est en train de finaliser, là, de travailler ces coûts-là dessus. Au niveau des bâtiments, l'énergie consommée, 50%, c'est des bâtiments avant 1980. Parce que ça représente plus de 50% du parc immobilier du Québec. Une maison, si on reprend, là, je vois des chiffres par cœur, tenez-moi pas rigueur, là, je suis pas au gigajoules précis, là. Une maison, là, aujourd'hui, là, on est à peu près à 47 gigajoules d'utilisation par année. À peu près, là. Si vous avez des chiffres plus précis, là, lancez-les, là, je serai pas offensé. Si on recule juste, mettons, en 2010, avant la partie 11, on était peut-être à 58. Oui, il y a eu une belle amélioration, mais tu sais, c'est pas si significatif que ça quand je compare avec un bâtiment de 1960 qui va en utiliser 120 gigawatts. Hey, en rénovant celui-là, je peux sauver la production pour 2 maisons. Exact. Dans le fond, il en consomme pour 3, lui-là. Là. Wow! C'est vraiment là, le potentiel, comme tu dis, est dans le cadre bâti. Le Québec est le parc immobilier en habitation le plus vieux du Canada et le moins mis à jour. Parce qu'on a une richesse qui est Hydro-Québec. L'incitatif est moins présent. On a toujours mal consommé, disons. Ça a été pris pour acquis, disons. Fait que là, on vient de réaliser que, comme tu dis, ça va peut-être être plus cher de construire des nouveaux barrages que on se tourne vers retravailler nos maisons. Puis oui, on va sauver sur l'électricité. Oui, on va réduire notre consommation d'électricité. Mais dans tout ça, là, je le rappelle à chaque fois, à la fin, on est aussi tous gagnants parce que l'occupant de ce bâtiment aussi va avoir un bâtiment qui va être plus confortable puis plus sain. Anyways, là, c'est pas juste une question monétaire, puis c'est pas juste une question de l'énergie au Québec, là, puis d'Hydro-Québec. À la fin, c'est un win-win. Tout le monde fait gagner là-dedans. Win-win. Puis moi, j'ai hâte au jour d'où est-ce qu'on va vraiment vendre de l'énergie à l'extérieur, particulièrement aux États-Unis, d'où est-ce qu'on a des usines hyper polluantes, des usines d'énergie hyper polluantes. Parce que, encore là, limite, on en vend en masse aux États-Unis. Non, on en vend aux États-Unis dans des périodes non intéressantes, c'est-à-dire l'été, quand l'énergie a à peu près pas de valeur au niveau du marché. Parce que c'est l'hiver, on n'est pas capable de en vendre, on n'en a pas assez. C'est là que ça serait intéressant là, d'être capable de le vendre. On n'est pas capable de gérer nos pointes. C'est vrai. C'est là que ça en vient vers l'avenir. Hein. Moi, je vous dis, on va avoir une grosse migration au niveau des équipements mécaniques dans les bâtiments. Là, la boule Nostromarco, là, ma boule de cristal, là, qu'est-ce qu'elle dit? Hey, vas-y, j'écoute attentivement. C'est la bonne Nostromarco. Ça, c'est un bon terme. C'est le meilleur buzzword que ça m'a pris du temps, mais là, écoutez, on a vécu une première migration à la fin des années 70 quand il y a eu la crise de l'énergie. Puis grâce à Hydro-Québec, le Québec a lâché le mazout en grande partie au début des années 80, puis on a migré vers des plaintes électriques qui étaient une super belle innovation. C'est un rendement de 100%. C'est-à-dire que quand tu consommes 1 watt d'énergie, la plainte électrique va te fournir 1 watt d'énergie également en chaleur. Hey, c'est génial. Tu as un rendement de 100 sur 100. Puis honnêtement, c'était difficile de penser, quand on parlait de science du bâtiment, de tantôt, c'était difficile d'imaginer
qu'on aurait été capable d'avoir quelque chose de mieux que 100% de rendement. Or, on le fait aujourd'hui, puis ça s'appelle des thermopompes. Oui. Avec une thermopompe bien installée, bien calibrée, avec 1 watt qui est utile pour faire fonctionner la machine, je peux me produire 3 watts d'énergie à ce moment-là, facilement. Oh, attends une minute, là. Ça va être ça qui va s'en venir. La plainte électrique ne va rester que de l'appoint pour certaines pièces de chauffage. Dans la salle de bain, ça peut peut-être être plus le fun d'avoir quelque chose, un petit boostage, là. Oui. Mais ça va devenir un standard là, au Québec, là, les thermopompes. Oui, absolument. Et même géothermique. Il y a des enjeux de forage, ça coûte un certain montant, c'est difficile, mais la géothermie devient intéressante parce que ton puits de chaleur, le sol, est toujours à la même température. Mais il existe des thermopompes aéro là, depuis quelques années qui sortent, qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Les systèmes de réfrigération au CO2, ça s'en vient aussi. Donc, le CO2, c'est 1 par rapport au CO2. Rapidement, puis là, ça va faire un lien avec notre prochain sujet qui s'en vient. En réalité, mettons les réfrigérants, on a changé, tu sais, le fréon. On parlait de fréon, mais le fréon, c'était pas bon parce que quand il s'en allait dans l'atmosphère, il allait attaquer directement la formation d'ozone qui se passe en haute altitude. Ça a fait un trou de la couche d'ozone. On a fait un protocole, on a dit, on arrête ça. On a sorti des réfrigérants, entre autres, mettons, dans notre domaine, l'R22 est arrivé. L'R22, c'est de mémoire, encore là, je vais de mémoire, ça, je pense que c'est 24 000 ou 26 000 fois pire au niveau du réchauffement climatique que le CO2. Fait que l'unité de référence, c'est le CO2. Fait que c'est 24 000 fois pire en termes de réchauffement climatique, l'effet de serre, que le CO2. On dit, OK, c'est pas bon, on va dropper ça, on s'en va avec le 410A, qui est 6 000 ou 6 600 fois pire que le CO2. Encore une fois, je connais pas les chiffres par cœur, mais c'est ça l'ordre de grandeur. Mais utilisons le CO2 lui-même comme réfrigérant, c'est 1 pour 1. C'est l'idéal. Donc, ça s'en vient. Et les thermopompes qui fonctionnent avec les réfrigérants CO2 sont, les quelques thermopompes que j'ai vues sont ultra performantes. Souvent, les thermopompes, les chauffe-eau là, à thermopompe, que tu mets la thermopompe dehors, c'est vraiment très pertinent. Fait que ça, c'est une alternative à la géothermie. On va parler de carbone. On a parlé de carboconscience tantôt. Ça fait plusieurs podcasts que plus ça va, on parle d'être carboneutre ou compter son carbone. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? T'es où là-dessus? C'est un essentiel. Puis je vous dirais, l'industrie, moi, les réponses, on commence à sensibiliser nos membres à cet effet-là. Et puis, on commence souvent par des petits « Hey, by the way, les gars », puis ça s'en vient. Tu sais, une petite parenthèse, puis tu sais, ça cause le rythme des formations, puis un petit hook, je sais pas comment le dire, un petit crochet, là, pour un petit accrocheur, là, pour... ouais. Et c'est effrayant le retour qu'on a là-dessus de la part des membres que, parfait. Ça allume. Ça allume énormément, énormément. Puis, au niveau du carbone, il y a 2 éléments qui est important de comprendre pour les gens en général. Il y a le carbone opérationnel. Ta maison, tu l'utilises, tu prends de l'énergie, puis il y a du carbone qui est utilisé, qui est dégagé par rapport à ça. Puis tu as le carbone. Qui au Québec est très faible. Il y en a pas. Au Québec, ça c'est une affaire. Il y en a de très très faible à cause de l'hydro. Tout à fait. Au Québec, là, une maison de 1400 pieds carrés, en moyenne, on va être à 0,03 tonnes par année. Si je prends exactement la même maison en Nouvelle-Écosse, elle va être à 13,3 tonnes. La même maison, le même usage. Fait qu'il n'est pas là le problème, là. Ce qui m'intéresse, ça, c'est des sources des chiffres de Ressources naturelles Canada. Moi, par contre, c'est au niveau de ce qu'on va appeler le carbone intrinsèque, le carbone qu'on a utilisé pour la construction de nos bâtiments. C'est là qu'on a un effort à faire. Fait que ça, c'est pas un effort qui est grand public, à part peut-être de proposer certains matériaux par rapport à d'autres, mais c'est vraiment au niveau des concepteurs. Je pense que l'Ordre des architectes qui ont pris un beau virage développement durable. Fait que ça, c'est et même dans leur cursus de formation obligatoire, ils ont des crédits à aller chercher en développement durable. C'est vraiment un beau travail. Puis nos membres, puis nous, on les sensibilise là-dessus. D'ailleurs, on va développer un recueil de développement durable au même titre que notre recueil de fiches techniques pour avoir des meilleurs choix. Puis des meilleurs choix. Déjà, en partant, c'est un des éléments là, qui c'est le transport. On a d'excellents matériaux manufacturiers au Québec. Moi, ça devrait déjà être... Je ne sais pas s'il faut y aller exclusivement. Des fois, on n'a pas le choix. OK, parfait. Des fois, on n'a pas le choix. Mais quand tu as le choix,
m'excuse, là, mais puis là, je parle même pas d'économie sociale, tout ça, juste au niveau du carbone. Ouais. Même un matériau de même nature, par exemple, un polystyrène qui serait produit au Québec, un polystyrène qui serait produit à l'extérieur. C'est deux polystyrènes. Ouais, mais attends un peu, celui qui est au Québec, l'usine est à l'électricité. Exact. Qui est de l'hydroélectricité, soit dit en passant, là. Est un peu là la nuance également. Et il y a moins de transport, moins de... Exact. Ça, là, attends un peu, là, j'entends déjà des gens dire « Ouais, ben là, le parc immobilier, pas immobilier, mais le parc automobile va se transformer tranquillement pas vite en véhicule électrique. » Ouais, mais attends, il est fabriqué où ton véhicule électrique? Puis tu sais, il y a des fois il y a de l'énergie qui est consommée à partir de ressources fossiles. Donc, c'est pas nécessairement carboneutre, là, un véhicule électrique. Là. Ben, donc, ceux qui pourraient l'avoir, à ce que je lis, au Québec, je sais que c'est moins que ça, mais de manière générale, ça serait 80 000 premiers kilomètres avant d'être égal à un véhicule régulier. Au Québec, c'est moins, là, je pense que c'est quelque chose comme 64-65 000 kilomètres. Mais, tu sais, ça prend des gens qui font de la route, là. Exact. Ce que tu viens de dire, dans le fond, c'est avant d'arriver au Québec, avec tant que t'as pas fait 65 000 km avec ton véhicule électrique, t'es pire qu'un véhicule à essence en termes de coût. Quelqu'un qui a un véhicule électrique puis qui le change aux 2 ans. Pas fort. Ben, c'est parce que, écoute, dis-le, c'est parce que tu veux pas mettre d'essence. Dis-le, c'est parce qu'il y a moins d'entretien. Mais dis-moi pas que c'est parce que tu as une conscience écologique, c'est pas vrai. Non, exactement. Bien dit. Tu as parlé de développement durable tantôt. Oui. On va préciser quelque chose parce qu'on l'entend, mais c'est pas tout le monde qui sait exactement c'est quoi le développement durable. C'est vraiment je sais un beau mot, l'adjonction de l'économie, le social et l'environnemental. Donc, quand tu rejoins tout ça ensemble, ça devient durable. Ça veut pas dire que ton bâtiment dure dans le temps. Ça veut dire que c'est une approche durable qui est économiquement saine, socialement saine et pour l'environnement aussi. Donc, c'est là où le carbone rentre en ligne de compte par rapport à ça. Mais je crois que pour ajouter sur le carbone, là, puis un aspect qui est vraiment... On le connaît, le carbone intrinsèque, puis je crois que c'est bien qu'on commence justement à le vulgariser. Puis je crois que c'est pour ça aussi qu'un gros niveau d'engouement là, au niveau des entrepreneurs, c'est que une fois que tu comprends l'impact que ça a, puis vraiment au niveau des chiffres, là, c'est difficile à quantifier parce qu'on le sait pas encore là au Québec. Mais quand on va commencer à avoir les outils, puis ça existe les outils, by the way, pour quantifier le carbone intrinsèque, ben dis-toi que là qu'il y a des bâtiments, si tu y vas tout en mousse ou que tu y vas en d'autres isolants ou en mousse, disons, puis en métal, puis où tu vas avec un bâtiment qui est en isolant puis en bois, tu pourrais construire, disons, 15 bâtiments de bois, 15 maisons en bois, pour la même quantité de carbone intrinsèque qu'un bâtiment juste en mousse puis en acier. C'est quand tu commences à comprendre ce concept-là que, OK, mais ce bâtiment-là, il est peut-être 100 fois plus pire au niveau du carbone intrinsèque. C'est là que tu fais comme, oh, attends, là. Ça, tu le vois pas normalement. Tu le vois pas. Tu regardes dans la rue ces deux bâtiments. Ah, ben, regarde, ma facture d'hydro est la même. Ouais, mais tu peux pas juste regarder ton opérationnel, c'est ton intrinsèque. Quand tu réalises à quel point il est important, c'est là que tu fais comme, OK, c'est une autre game. Mais les gars, là, je vais vous poser une question aux deux. C'est facile de dire ça, je suis vendu. Mais pourquoi je me préoccuperais d'être carboneutre ou de mon carbone intrinsèque? Je le vois pas, mon carbone. Mais je parle à notre auditeur, là. Pourquoi qu'il se concentrait à dire, wow, OK, ben là, non seulement il faut que je fasse quelque chose de performant, là, il faut que je suive les fiches techniques très bien faites dans PCHQ. Là, il faut que je commence à compter le carbone. Regarde, là, j'en ai assez. Pourquoi c'est important de le faire? Ben non, on veut pas nécessairement les emmener parce qu'ils sont pas prêts directement à aller le compter, mais de comprendre l'impact en prendre un produit X et un produit Y. Parce que là, première chose, c'est de regarder les fiches environnementales sont très simples, de juste savoir c'est quoi la donnée à regarder. Deuxième, là, à un moment donné, tu vas pouvoir voir, bon, ben, un tel est là, un tel est là, un tel est là. Parfait. Puis là, à un moment donné, tu vas même comprendre de dire, écoute, puis si j'utilise tel type de matériau, exemple, une fibre de bois, ben là, je suis rendu avec un impact négatif, c'est-à-dire que il m'enlève l'empreinte de carbone. Il m'enlève de l'empreinte de carbone. Puis là, après ça, c'est de juste d'amalgamer ça, puis c'est là que c'est le fun, puis avec des gens, exemple, les conseillers techniques, de regarder ça, parce que nous, quand les entrepreneurs nous appellent, c'est jamais de dire, moi, je te dis, tu fais ça, c'est ça les matériaux. Non, la première question qu'on pose toujours. Ben non, nous autres, en première chose qu'on va dire, c'est avec quoi tu travailles. Donne-moi ta sandwich, on va travailler. OK, pourquoi tu utilises ça? OK, mais là, on pourra aller. Puis là, à un moment donné, ils vont voir que, ben,
tout ce qu'on a parlé, l'isolation par l'extérieur, l'étanchéité à l'air par l'extérieur, d'avoir un matériau avec soit une moins faible empreinte carbone ou même une empreinte négative, c'est-à-dire qui te réduit ton empreinte, ben finalement, j'ai juste ça à modifier. Wow! C'est peut-être même pas plus de coûts, hein? C'est peut-être même moins de coûts des fois dans certains cas. Oui, oui, tout à fait. Ça n'a rien à voir avec les coûts. C'est zéro corrélé, c'est dans un choix que tu fais. C'est juste comprendre ce choix-là. Tout à fait. C'est pour ça qu'on n'est pas rendu là. Tant qu'il n'y a pas de réglementation là-dessus, Jean-Sébastien, il n'y aura pas tant de demandes que ça, malheureusement. Mais par contre, tranquillement, pas vite, il y a une conscientisation qui vient, puis ça s'en vient. Le but de ma question, c'était plutôt de faire pourquoi c'est important, mais parce que on est tous concernés par les changements climatiques qui sont directement reliés à la quantité de carbone qu'il y a dans l'atmosphère. C'est indéniable. Il y a des études, ça fait longtemps, on voit les graphiques, c'est corrélé, ça va ensemble. Donc, si on est capable de faire une différence, puis comme vous avez dit, des fois, c'est juste de comparer deux produits, faire, OK, à valeur égale, à installation égale, vraiment à tout égal, mais prends donc celui qui est plus carboneutre, on soit qui consomme moins de carbone ou qui est local. Ça prend pas tant de choses que ça. C'est facile à trouver. C'est juste des petits pas de même qui font le lien avec, on parlait de Nouveau Climat tantôt, qui a réussi à aujourd'hui à avoir tout ce qui prônait depuis 20-30 ans, parce que c'est pas Nouveau Climat il y a 30 ans, mais R 2000, etc., c'est rendu un standard maintenant. Bon, ben dans 5, 10, 15, 20 ans, la carboneutralité sera un standard. J'espère que ça va être avant, parce que c'est important, là, le changement climatique pour nos enfants. Puis pour nous, on va le vivre, là. On le vit, en fait, déjà. Ben, possiblement, voire probablement, les prochaines moutures de Nouveau Climat vont traiter de carbone intrinsèque. J'ai hâte de voir ça. Mais là, je suis pas dans le secret des dieux, hein. J'annonce pas quelque chose pour eux autres, mais je connais quand même l'équipe là-bas. C'est des gens qui sont sont capables de visualiser les besoins, qu'est-ce qui s'en vient, sont capables d'être en avant. Fait que pour ça, je présume. Exact. C'est une étape à la fois, on s'entend, Marco. Là. On a eu beaucoup d'évolutions récemment, je te dirais, au niveau québécois. C'est pour ça que aussi, d'après moi, en fait, la PCHQ vient de faire un rebranding aussi, là, on s'entend. Là. Je crois que, puis personnellement, moi, je suis dans le conseil aussi de développement durable là, pour la PCHQ, là, donc je le vois, peut-être un peu trop plongé dedans, là, mais il y a un gros changement à ce niveau-là là, pour l'organisation, pour le développement durable. C'est quoi les outils que vous utilisez, dans le fond, pour essayer d'influencer ou apporter une construction plus durable? Ben, la première base, le développement durable chez nous, c'est une manière d'être. Fait que dans tout ce qu'on fait, il y a un volet de développement durable, ça vient automatique. Le premier volet du développement durable, c'est de bien le faire du premier coup à tous les coups. Ça, en partant, même si tu utilises un matériau, là, par exemple une fibre de bois, au niveau du carbone, c'est super bon, mais si tu as des infiltrations d'eau et elle est pourrie au bout de 3 mois, tu n'as pas fait de développement durable, mon ami. Là, pas du tout. Fait que ça, c'est la première base, de bien le faire du premier coup à chaque coup. Après ça, on va aller avec des meilleures pratiques qu'on va vouloir développer, des meilleures pratiques en performance, des meilleures pratiques en durabilité également. Aussi, qu'est-ce qu'on va aller faire? On a beaucoup de projets là, de tri en chantier, des éléments comme ça. Il y a des projets un peu plus macro, mais on regarde également beaucoup plus micro parce que on se mettra pas la tête dans le sable. L'industrie de la construction, là, on est dans les pas bons au niveau des déchets. Oui, absolument. Bon. Première façon de sortir de là, c'est d'admettre qu'on a un problème. Seulement. Ouais. Parfait, on l'admet. Puis pire que ça, c'est au-dessus de 50% de ce qu'on envoie dans les dépotoirs qui serait encore bon. Oui, c'est fou, là. Bon, c'est ça notre constat. Maintenant, il faudrait peut-être qu'il y ait une valeur aux matériaux qu'on a. Il faut trouver un débouché. Il y a des choses qui sont plus faciles à faire. Moi, j'ai tout de suite en tête 2 éléments là, qu'on remplit les conteneurs. C'est terrible. Le gyps puis les bardeaux d'asphalte. C'est tellement 2 éléments faciles à classer. Même si tu es de mauvaise volonté puis que tu veux pas te classer, ils sont faciles à classer. Du bardeau sur une maison neuve, il n'y a pas tellement de déchets que ça. C'est juste des vetailles de feuilles qui ont été... il n'y en a pas tant que ça. Mais en rénovation, il y en a en tabarnouche. Puis quand tu fais une rénovation, tu n'as même pas de tri à faire.
100% de ton conteneur, c'est du bardeau d'asphalte qu'il va avoir dedans. Exact. On est capable de trouver un débouché à ça? Ça, c'est un volet qu'on travaille là, présentement. Essayer de trouver un débouché à ces matériaux-là qu'il faut remplacer. C'est plate, mais il faut le remplacer. L'autre élément, lui, en réno, il est plus difficile. Raison de contamination, de tri, de ces choses-là. Mais en Maisonneuve, les retailles de gyps, c'est scandaleux. C'est scandaleux, mais ça s'explique pourquoi c'est là. Je suis pas en train de justifier, je suis en train d'expliquer, mais c'est pas bien compliqué. Là. Tu vides ton conteneur avant que le gyps arrive, puis quand que les gars de gyps sont partis, tu as un autre conteneur à vider. Fait que lui, il est facile à trier. C'est une étape claire dans le chantier. C'est pas comme du bois qu'il y en a partout. Ben, le gyps, Qu'est-ce qu'on fait avec le gyps recyclé? Comment ça se recycle, du gyps? Ben, c'est pas très bien, c'est ça l'affaire. Bon, premièrement, on est en revalorisation. Hein. Le principe en développement durable, il y a 4 R, là, qui est de réduire la quantité, qui va être de réutiliser, qui va être de recycler. Puis finalement, si t'es pas capable de rien faire de ça, ben tu vas le revaloriser. Tu vas le détourner pour d'autres choses. Le gyps qu'il y avait, c'était on allait chercher son acidité là, au niveau de terres agricoles. Par contre, puis là, je dis pas que c'est correct ou pas correct, je n'ai pas cette connaissance-là, mais je sais qu'au niveau du soit du ministère de l'Agriculture ou du ministère de l'Environnement, il y a comme eu des il y a peut-être des quantités maximales, on n'est pas sûr. Puis c'est correct qu'ils fassent leur... mais c'était pas mal ça qui était utilisé en tant que tel dans ma connaissance. On n'a pas grand-chose d'autre. Et puis là, le volet qu'on a beaucoup, c'est de faire du tri en chantier, mais... Un vieux recycleur de bâtiments là, à retraite aujourd'hui me disait à l'époque il débâtissait 10 maisons, il en reconstruisait 3. Aujourd'hui, il en démolit 10, puis il en reconstruit pas une. Parce qu'il y a la valeur des matériaux qu'on utilise. Jadis, la guerre, autrefois, c'était des portes de bois franc, des moulures en bois franc. Aujourd'hui, le MDF, il y a une abordabilité, il y a plusieurs avantages, mais malheureusement, tu veux faire quoi avec ça? Là, je m'excuse, j'emmène juste des questions, j'ai aucune solution. Par contre, non, mais c'est... là, ça, je vais parler pour Philippe. On travaille là-dessus, je suis pas sur ce comité-là, mais je travaille en parallèle dans l'ordre dans ce comité-là. Il y a des comités, notamment, des groupes de travail à la PCHQ qui essayent de réfléchir à ça, à trouver, parce qu'on veut bien, il y a plusieurs entrepreneurs qui sont prêts à faire des tris en chantier. En bardeau, c'est facile, eux autres, au lieu de l'envoyer au dépotoir, de l'envoyer dans une autre place, c'est facile. Ouais, mais s'il reste stocké dans le cours, en dessous et est enterré, il n'y a rien de mieux, là. On n'est pas plus avancé. Fait que ça, c'est des éléments qu'on va avoir. Ça, là, ça me fait penser vraiment. C'est quand l'entrepreneur comprend finalement l'impact qu'il y a sur tout, là, puis comparé, disons, à sa vie normale, là, tu pourrais pas recycler là, à la maison là, pendant toute ta vie. Là. Mais si tu recycles une fois ton chantier, là, c'est quasiment... Tu sais, tu fais ton tri de chantier, ton impact est quasiment fait, là. T'as plein de chantiers qui roulent. Tu fais aucun tri de chantier, puis là, tu le fais à chaque jour de ta maison, là, sens-toi pas... t'es en train de polluer beaucoup plus que ce que tu penses. Tu sais, pis c'est plate, c'est pas dire que, tu sais, t'es entrepreneur, normalement, tu rentres pas pour ces raisons-là. T'es pas là, je vais sauver la planète, tu rentres parce que t'es bon, t'aimes la construction, c'est ton métier. Mais t'as des choix que tu fais qui ont tellement un gros impact parce que l'industrie de la construction est tellement... je dirais polluante en termes général, là, que c'est important de le savoir. C'est juste le connaître, puis après ça, la première étape, c'est le reconnaître. C'est tout. Une étape à la fois. Qu'est-ce que le futur nous réserve, Marco, en termes d'efficacité énergétique? Quand est-ce qu'on va arrêter là, de mettre l'isolant? Ben, d'une part, quand est-ce qu'on va arrêter? À partir du moment que 100% des bâtiments sont construits passive house au niveau de l'efficacité énergétique. Fini, là, on peut plus rien, là. Ah, écoute, à la limite, ce serait de générer de l'énergie pour le distribuer à la société, là, mais, on est capable de voir, mais c'est pas réaliste. C'est pas réaliste à court terme. Et puis, ben, on parlait de carboneutralité également. Est-ce que ça serait souhaitable d'avoir un 100% d'un parc immobilier 100% passive house, exemple? Peut-être que oui, peut-être que non. Ce que je veux surtout insister, c'est que au niveau du carbone, on l'a vu, l'opérationnel, il n'est pas vraiment là qui est problématique, c'est dans la construction que c'est plus problématique. Fait que je pense pas que c'est à court terme, moyen terme, je pense pas que c'est l'avenir. Ceci dit, est-ce que vous m'avez entendu dire que je suis contre passive house? Non. Jamais, j'ai jamais dit ça. Et j'encourage les gens qui sont intéressés par ces concepts-là de continuer à lire là-dessus. C'est super intéressant. Ça prend des gens convaincus comme ça,
qui s'impliquent pour pousser des concepts de construction à la limite et également pour aller voir que, à un moment donné, la rentabilité, elle est où, jusqu'où c'est rentable de mettre de l'isolant. Après ça, c'est de la conviction. J'ai pas de trouble avec ça. Mais ça prend des gens comme ça. Moi, le mur parfait que j'ai fait à Bécancour, je l'ai fait au maximum que je pouvais le pousser. J'ai mis 0 isolant dans la cavité. Quelqu'un aurait voulu mettre un petit R12 à l'intérieur. Il aurait quand même respecté je l'ai poussé à la limite. Ça prend des fous comme nous autres un peu pour faire avancer. Tester les limites, c'est exactement. Ça. L'innovation est souvent dans les limites aussi. Là. Ben oui, c'est ça. Fait que ça, je vais être clair là-dessus. Là. Moi, j'encourage ça, le Passive House. J'ai vraiment pas de problème là-dessus, mais je pense pas que c'est vers ça qu'on va aller. Maintenant, d'où est-ce qu'on va? C'est pas réaliste. C'est sûr, tout à fait. D'où est-ce que je pense qu'on va aller, par contre? Il nous reste peut-être une mise à niveau au niveau de l'ajout d'isolant qu'on va ajouter au Québec. Là. Attendez-vous là, éventuellement peut-être avoir des murs je vais le calculer de la même façon que le Québec, même si ça ne se calcule pas de même, là, mais du R29.5. Là, on commence à avoir une bonne rentabilité en dire à un moment donné, à toutes les fois que je rajoute $1 d'isolation, à un moment donné, j'ai plus $1. À un moment donné, j'ai juste 80 cents de retour. À un moment donné, j'ai juste 60 cents de retour. Vite de même, le R29.5 me semble avoir bonne allure là-dessus. Ce que je veux dire là-dedans, là, ce qui va être important d'aller, c'est plus dans l'isolation. C'est plus de me rajouter juste des gros chandails de laine, me rajouter un autre chandail de laine. Non. Marco, coupe ton vent. L'étanchéité à l'air, c'est la prochaine étape. Oui. L'étanchéité à l'air, si tu fais ça tout seul, tu ne fais pas des bonnes constructions. Même, j'aime mieux les vieilles constructions qui n'en avaient pas d'étanchéité à l'air. Entendez-moi bien, l'étanchéité à l'air, c'est primordial. Mais de l'étanchéité à l'air, ça se fait avec un système mécanique qui est performant, qui est calibré. Des échangeurs d'air bien balancés. Fait que moi, je pense que ça va aller avec la mécanique. Étanchéité à l'air, c'est ça qu'on va voir augmenter et de la mécanique qui va aller avec à ce moment-là. J'ai une question pour toi qui est aux premières loges de la chose. Et je vais énoncer une certaine frustration, pas une colère, mais une frustration que j'observe dans notre Québec, là. T'as des ingénieurs en structure obligatoires des fois. T'as des architectes qui sont pas toujours obligatoires, mais c'est très. Tu vas avoir un architecte quand tu te construis une maison, au moins un technologue qui va te faire un plan. Rien mécanique est obligatoire. En fait, techniquement, si tu sors de la partie neuve du code, tu es obligé d'avoir un plan d'ingénieur. C'est rare, tu construis une habitation résidentielle qui sort de la partie neuve du code. Mais c'est tellement oublié, cette partie-là, c'est tellement négligé, c'est souvent très mal compris. Est-ce que tu penses que ça va venir mener une forme de législation de OK, planifie ta mécanique comme du monde? Parce que comme tu viens de dire, c'est beau construire isolé, étanche, ta mécanique est mal installée. L'échangeur d'air, c'est facile à comparer sur une fiche technique. Ton échangeur d'air, s'il est mal installé, oublie ça, là. Ou c'est pas le bon échangeur d'air pour ta maison. Mais le pire, c'est que ma mère, elle peut pas le voir. Le principal élément déficient dans la construction au Québec des maisons neuves, là, c'est le balancement des systèmes. Il n'y en a pas. Puis ça cause des problèmes. Le radon, plus souvent qu'autrement, quand il est présent, il va être causé parce qu'il ne vient pas tout seul, il faut que tu ailles le siphonner pour qu'elle cherche ça. Je vais vous dire une anecdote, là, mais dans le projet du mur parfait, on a monitoré, on a fait les échanges, les calculs d'étanchéité à l'air. On veut comparer une maison construite selon le standard avec la performance du mur parfait. Puis on a fait des valeurs R équivalentes, puis parce que je ne veux pas montrer que c'est meilleur, je veux juste montrer que c'est équivalent. Il y en a une des deux maisons, on n'a pas été capable de faire les lectures au niveau du balancement, parce qu'on voulait qu'ils soient balancés les deux de la même façon, pour être capable de comparer des pommes avec des... Tu sais, c'est une maison en pression positive, l'autre en pression négative, mais tous les résultats sont tous biaisés. L'une des deux qu'on n'a pas été capable de prendre de lecture pour réaliser à la fin que l'entrée d'air frais était branchée sur la sortie, puis la sortie était rentrée. Oh my God. C'est de la base. La maison, elle était habitée, là, la maison, là, à ce moment-là. Ça faisait 3 mois qu'elle était habitée. La maison faisait de la fibrose kystique. C'est même pas une image. C'était avec l'exemple, la sortie, donc le clapet était fermé. C'est en promenant à côté, on cherchait, puis on n'a même pas pensé à regarder ça. En me promenant l'entour, j'entendais un petit sifflement. Ben oui. Pensez-vous que c'est balancé? Ben non. De toute façon, il ne peut pas être balancé. Il n'y avait même pas de clé de balancement. Tu vas dire, ils peuvent être à la machine. Non, pas sur la machine qu'il y avait d'installer, il n'y en avait pas.
Non, puis quand t'as pas ces trous-là, l'appareillage pour ça est cher, difficile d'accès et personne se complique la vie. On l'a fait une fois dans un projet, là. Alors, il faut être motivé. Là. Mais pourtant, les appareils aujourd'hui, ils ont généralement des ports d'accès. Oh, manomètre, c'est simple. Mais ça prendrait, en partant, ça prendrait des rapports de balancement. Je suis même pas rendu par pièce. Juste à la machine. Déjà là, je serais déjà bien heureux. Exactement. Mais c'est vrai que la prochaine étape serait ça. On est vraiment loin de ça, là. Ou tu prends un appareil plus sophistiqué avec un balancement électronique. Oui. Avec des moteurs à débit électronique. Moi, je préconise ça généralement dans les habitations qu'on fait ultra étanches pour le débit d'air et aussi pour avoir un contrôle plus juste. Mais est-ce qu'il y a une grosse différence de prix là-dessus? Ben oui et non, dans le sens que oui, c'est sûr que les appareils plus sophistiqués avec ce genre de moteur-là, les moteurs coûtent plus cher, l'appareil coûte plus cher. C'est sûr que les projets que nous on fait, c'est des projets quand même d'un certain volume, d'une certaine performance. Fait que ces projets-là appellent ces appareils-là. Les appareils plus conventionnels qui sont vendus un peu partout, qui fonctionnent très bien dans leurs conditions d'utilisation de l'installation. Le genre de projet qu'on fait, ça, c'est sûr, ça marche pas. Fait que ça, c'est difficile à comparer ça, pomme avec pomme. Mais si tu compares sur le lot du projet, ben non. C'est ça. Ben non, c'est des parce que c'est juste la machine, là, dans le fond, là, l'installation est équivalente. Là. Ben même, elle va être plus vite parce que techniquement, tu n'as pas besoin de la balancer. Mais souvent, dans l'installation, ce que moi, je vais observer, puis on travaille avec vraiment des bons clients, des bons architectes, des gens qui sont ouverts là-dessus, mais des fois, il faut faire de l'évangélisation de « Hey, donne-moi de la place, mes tuyaux. Là. Ah, je t'ai laissé un shaft de 3 pouces. Ouais, mais c'est pas assez, buddy. Là. Puis, ben, je veux pas te retomber. OK, mais tu veux-tu respirer? » Fait qu'on a développé des solutions, puis c'est beaucoup de communication, c'est pas juste nous. Mais souvent, le problème est à cet endroit-là. C'est l'installation, puis je veux dire, l'entrepreneur, je veux dire lambda, pas dans le sens niaiseux, dans le sens commun, là. Maintenant, lui, il a vendu un échangeur d'air. Il faut qu'il l'installe. Il n'y a pas 10 ans à jaser avec tout le monde qui ne comprennent pas. Mais il fait, ben, fuck it. Moi, j'installe ça de même, puis je comprends comment ça arrive, mais c'est pas bon. Mais le problème n'est pas l'installation, n'est pas l'installateur, n'est pas l'échangeur d'air. Et l'approche qui est séquentielle plutôt que comment ça s'appelait avec Ben Chicoine, Philippe? Tu sais, comme c'est pas intégré, mais c'est une approche tout le monde. Le terme est charrette. Ouais, une genre de charrette. Exact, un genre de charrette. Exactement. Les bâtiments performants demandent ce genre d'approche-là au niveau du design qui est juste offset de ce qui se fait en ce moment, mais pas plus difficile que ça. Mais dans le bâtiment d'avenir, là, c'est pour ça là, que je dis, ça sera pas l'isolation, on va en rajouter un peu, mais pas tant que ça. Ça va plus être où on l'installe à l'extérieur, étanchéité à l'air, puis système mécanique. Puis les systèmes mécaniques, c'est de les comprendre. Faut comprendre mieux comment font. Puis d'ailleurs, faut en rendre ça encore plus simple que ça. Les boutons d'échangeur d'air, là, plus simples, sont encore trop compliqués. Oui. Et finalement, l'utilisation d'une thermopompe, comment ça fonctionne? La thermopompe, là, elle devrait chauffer tout l'hiver. Ça devrait être lui, ton système de chauffage principal. Et tu rajoutes, quand tu en as besoin, les quelques heures par année, là, d'où est-ce qu'il fait trop froid, là, tu vas aller rajouter ta plainte. Ce que tu dis fonctionne dans un bâtiment performant. Oui, tout à fait. Fait que c'est pour ça la charrette que je viens de dire. C'est vrai ce que tu dis, mais c'est un bâtiment qui n'a pas fait de test d'étanchéité parce que tu veux pas le payer, je sais pas combien ça coûte, mais je sais que c'est pas très cher. Ça coûte rien. Ben oublie ça, là. Ça marchera pas, là, ton affaire, là, tu sais. Fait que, oui. Écoute, on aurait le temps, on aurait du jus pour un autre podcast. Ça fait déjà presque 1h30. Écoute, merci Marco. Merci d'avoir été avec nous. C'était vraiment intéressant. T'as-tu aimé l'expérience? Ah oui, j'ai bien du plaisir. J'attends l'invitation pour la saison 2. Ben, c'est sûr qu'il va y avoir une saison 2 qui s'en vient. Donc, on te rejoint. Est-ce qu'on te rejoint? Qui on rejoint la PCHQ? Comment ça marche? Les gens sont intéressés pour s'inscrire? Les gens, on appelle à la PCHQ, le bureau local, ou par apchq.com, tout simplement. Très, 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 très facile d'avoir accès à la PCHQ. Excellent. Merci tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. Merci infiniment, Marco. C'était une très, très, très belle discussion. Yes. On se remet ça l'année prochaine, certainement. Merci à tous. Merci d'avoir été des nôtres pour cet autre podcast Au-delà des murs. Merci Philippe et merci à notre invité. Rendez-vous sur notre site web addm.ca pour plus d'informations sur l'invité du jour. Réécoutez tous les podcasts sur Spotify, iTunes ou même YouTube et abonnez-vous pour ne rien manquer. Commentez les podcasts, faites-nous part de vos suggestions
et échangez directement avec nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram ou envoyez-nous tout simplement un courriel à info@addm.ca. Pour tous vos besoins de rénovation de bâtiments ultra performants Net Zero Ready, contactez Philippe et son équipe via Retrofit, RETROFIT, construction.ca. Pour la ventilation, le chauffage et la climatisation de votre projet d'inspiration Passive House, rendez-vous sur la boutique en ligne de Boursier, BOURCIER, ventilation.com pour contacter notre équipe. Merci encore une fois et à la prochaine!